Merci beaucoup d'être resté avec nous en ce début d'après-midi sur France 5. Alcool, repas copieux, desserts en abondance durant ces fêtes, il a été mis à rude épreuve. On va parler du foie dans le docteur, un organe vital qui reste bien mystérieux pour beaucoup d'entre nous. On sait en général à quoi sert notre cœur, mais pour le foie, c'est plus compliqué. Alors, quel rôle exactement joue-t-il dans le corps? Pourquoi l'alcool est-il particulièrement nocif pour lui? À quoi correspond cette fameuse crise de foie qui n'existe que dans notre pays? De quoi peut-il souffrir? Pour répondre à toutes vos questions, deux spécialistes. Un chirurgien, le professeur Olivier Soubrane. Bonjour. Bonjour. Chirurgien hépatopancréatobiliaire à l'hôpital Beaujon, près de Paris. Et puis le professeur Didier Samuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hépatologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, près de Paris également. Auteur de ce livre, La crise de foie n'existe pas, je le disais, ça existe juste en France. Comment protéger son foie, véritable usine du corps? C'est chez Marabout, toutes les questions que vous posez sur votre foie. Alors, France nous demande si les œufs peuvent être mauvais pour le foie. J'imagine qu'elle pense au jaune d'œuf essentiellement. Pas du tout, non. Ça peut être un peu lourd sur l'estomac, mais c'est tout. Voilà. D'accord. Mangez des œufs. Et est-ce qu'il y a donc Yacine nous pose la question, est-ce qu'il y a donc des aliments qui sont néfastes pour le foie? Non, il n'y a que l'alcool qui est néfaste pour le foie, mais il n'y a pas d'aliments néfastes pour le foie, non. Il y a la quantité d'aliments qui peut jouer sur le foie. Donc l'excès calorique, oui, peut entraîner une accumulation de graisse s'il est répété, hein. Pas l'excès calorique sur une journée, mais l'excès calorique répété sur des semaines, là oui, va entraîner une accumulation de graisse dans le foie, ce qu'on appelle la stéatose. Et est-ce que les aliments, par exemple, consommer beaucoup d'aliments avec des graisses saturées, ça surcharge plus le foie ou pas? Il semble que oui, et les graisses notamment qui sont issues de produits surgelés, de produits industriels, sont plus à risque de s'accumuler dans le foie que les graisses naturelles, oui. Et d'avoir une stéatose, donc à part avoir un foie gras et souvent gros, c'est quoi le problème? C'est qu'il fonctionne moins bien ou pas le foie dans ce cas-là? En fait, il fonctionne bien. Mais par contre, c'est la nouveauté. Premièrement, c'est beaucoup plus fréquent qu'avant. Deuxièmement, on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pensait, la stéatose non due à l'alcool, donc qui est due au syndrome métabolique, à l'obésité, au surpoids, à l'hypertriglycéridémie, l'hypercholestérolémie, à l'hypertension, cette stéatose non alcoolique avait des formes graves, des formes agressives qu'on appelle la NASH en anglais, non-alcoolic steatohepatitis, qui est une hépatite stéatosique non alcoolique, et pouvant évoluer vers la cirrhose ou pouvant évoluer vers le cancer du foie. Et ça, c'est la nouveauté, et parce qu'en effet, c'est beaucoup plus fréquent que ça n'était il y a une vingtaine d'années, et ça accompagne certainement nos changements de mode de vie alimentaire et nos changements de mode de vie aussi, beaucoup plus sédentaires. Et juste cette stéatose, là, on peut la voir qu'avec une échographie? On peut la voir, déjà sur un bilan hépatique, on a souvent des gamma-GT qui sont élevés, qui sont des enzymes du foie. Les transaminases peuvent être élevées, c'est aussi des enzymes du foie, particulièrement dans la NASH, donc dans la forme inflammatoire. Et puis l'échographie montre un foie, ce qu'on appelle hyperéchogène, brillant, qui est très suggestif de stéatose. Si on veut aller plus loin, on peut faire un scanner ou une IRM. Fibroscan, et puis même aller jusqu'à la biopsie hépatique si jamais on veut aller vraiment très loin. J'ai été opéré d'un kyste sur le foie il y a 4 ans. Ce kyste revient, il fait 2 cm. Que faire et surtout quoi penser? Surtout rien. Il fait 2 cm, surtout rien, et on pensait pas grand-chose, en dehors de quelques très rares kystes spécifiques. Mais on est obligé d'enlever des kystes à partir du moment où ils sont bénins? Pas du tout, pas du tout. Là, au contraire, même dans l'immense majorité des cas, on ne touche pas du tout à ces kystes. La plupart Ce sont des découvertes fortuites, en fait. Tout à fait. On fait une échographie, souvent pour une autre cause, on couvre des kystes, très souvent de petite taille, moins de 2 cm, et ils sont tout à fait bénins, il ne faut même pas les surveiller, surtout pas. Et on fait quand même une biopsie. Une biopsie, on rappelle, c'est qu'on va prélever un petit bout de tissu, en l'occurrence hépatique, pour l'analyser plus finement, ou même pas? Pour un kyste, pas du tout. On ne fait aucun prélèvement, le diagnostic, une fois qu'il est fait, on essaie d'oublier la présence de ce kyste. Je suis sûre qu'elle va vous plaire cette question. Karine demande s'il faut faire des cures régulières de détox pour aider le foie à bien fonctionner. Je pense qu'il faut surtout faire attention à ce qu'on mange de façon régulière, c'est mieux. Les cures de détox, on ne sait pas trop ce que c'est. D'abord, le foie, c'est un organe de détoxification. Les cures de détox, les régimes où cure de jus de citron, cure de jus d'artichaut, de radis noir, ou même des périodes de jeûne sur plusieurs jours.
En fait, c'est un effet accompagnateur qui est peut-être bénéfique dans le sens où quand on fait ça, on fait plus attention. Oui, on ne boit plus d'alcool et on fait attention à ce qu'on mange, donc on perd un peu de poids et on va en effet un peu mieux. C'est pas l'artichaut qui va stimuler la fonction du foie. Mais par contre, il n'y a rien qui prouve que c'est efficace sur le foie lui-même. L'artichaut est considéré comme un peu antioxydant, c'est-à-dire pouvant donc en effet éviter l'oxydation au niveau d'une cellule hépatique, mais c'est pas prouvé vraiment. Le jus de citron, c'est absolument pas ce que ça fait. Donc il n'y a pas besoin de laver le foie. Non. C'est pas utile. Non, il n'y a pas besoin de laver le foie. Alors le foie fascine depuis l'Antiquité et au fil des siècles, les savants lui ont toujours prêté un rôle central dans le corps humain. Remontons le cours de l'histoire à la découverte des nombreuses théories sur cet organe. Rendez-vous au musée d'histoire de la médecine avec Anaïs Plateau, Aldo Cardulo et Olivier Laporte. Quel meilleur lieu que ce cabinet d'anatomie pour découvrir l'épopée du foie à travers les siècles. Entourée par les découvertes médicales, Jocelyne Warneson parcourt les pages de l'histoire de cet organe fascinant. Le foie fait parler de lui depuis plus de 2700 ans, dès l'histoire mythique de Prométhée. Pour avoir donné le feu aux humains, ce titan est puni par Zeus. Enchaîné à une montagne, il se fait chaque jour dévorer le foie. Une souffrance qui se répète à l'infini puisque son organe repousse à la nuit tombée. Hasard de l'histoire, cette capacité anatomique était pourtant inconnue à l'époque. Le foie est le seul organe du corps humain qui se régénère. Alors évidemment pas en une nuit, on est d'accord, pas en une nuit, mais en 4 mois, on pourrait récupérer 3/4 du foie par exemple. De l'Antiquité vient aussi son nom dans les langues latines. Une origine tout à fait singulière qu'on trouve dans l'assiette des Romains. Le mot foie en lui-même vient de figue. Les Romains gavaient les oies pour faire du foie gras avec des figues. Eh bien, le mot foie en latin a disparu et on n'a gardé que la figue. C'est pas non plus complètement hurluberlu parce que la figue, elle est violette et très foncée comme un foie. 4 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate développe la théorie des 4 humeurs. Pour le sage, le sang est l'un des 4 piliers. Lorsqu'une personne tombe malade, il faut retrouver l'équilibre et enlever de l'humeur en trop. Les saignées seront un remède de choix pendant plus de 20 siècles. Le foie fait partie de l'humeur dite sanguine. Donc ça c'est important. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on est persuadé que le sang est fabriqué au niveau du foie. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Galien va plus loin. Pour lui, le foie est une véritable usine à sang, pas le cœur. Les aliments ingurgités sont transformés en sang dans le foie. Ils circulent ensuite dans le corps et s'évacuent par les urines, les selles et la sueur. Médecin des gladiateurs, Galien est considéré comme une sommité. Pourtant, ses observations anatomiques ne reposent que sur des animaux. À l'époque, les dissections sur humains sont interdites. Galien, en fait, va disséquer quelques singes, surtout beaucoup de chiens. Et c'est de là que viennent certaines de ses erreurs. La première, effectivement, concernant le foie, c'est qu'il considère que le foie du chien ayant 4 lobes, le foie de l'humain a 4 lobes aussi. Une erreur, puisque l'être humain n'en possède que 2. Il faudra attendre 1543 et un jeune professeur d'anatomie à l'université de Padoue, André Vézal, pour que ce soit démontré. Il va donc disséquer beaucoup de cadavres, faire des planches anatomiques extrêmement précises, et quand il fait le foie, il marque bien 2 lobes au foie, donc pas 4. Aller à l'encontre de Galien, c'est très fort, et Vézal va le faire parce qu'il l'a vu. Il n'a pas comparé l'animal à l'humain, il a vu l'humain. Vézal met fin à plus de 1000 ans d'erreurs scientifiques. Moins d'un siècle plus tard, un médecin, anglais cette fois, fait une découverte qui change tout. Grâce à ses expériences sur des grenouilles, William Harvey s'aperçoit que ce n'est pas le foie qui est au centre de la circulation sanguine, mais le cœur. Après plus de 2 millénaires, le foie perd sa place d'organe majeur. Quant à son rôle exact, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un physiologiste français le découvre. En 1855, Claude Bernard démontre notamment sa fonction dans la régulation de la glycémie.
Professeur Soubrane, cette capacité qu'a le foie, on l'a entendu, à repousser, c'est quelque chose qui est très utilisé en chirurgie hépatique? Bien sûr. Tout d'abord, il n'a pas tout à fait les vraies capacités de régénération. On a gardé ce mot-là, mais qui est un tout petit peu impropre, dans la mesure où, quand on enlève par exemple la partie gauche, elle ne repousse pas, c'est la partie droite qui grossit pour finalement restaurer un certain volume et une fonction. Mais c'est bien sûr quelque chose qu'on utilise énormément en chirurgie, puisqu'on peut enlever jusqu'à 70% du foie. Et la partie qui reste va grossir pour que les fonctions soient assurées ensuite. Ça veut dire que je vous coupe, ça veut dire que dans le cadre d'une transplantation hépatique, vous prenez la moitié de mon foie, je m'en fiche un petit peu puisque je sais que je vais régénérer, la partie, le receveur va régénérer un foie à partir de la partie que je lui donne, c'est aussi simple que ça? En théorie, oui, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça, dans la mesure où, tout d'abord, en France, la plupart des greffes sont faites avec des organes entiers prélevés chez des personnes décédées. Et quand on fait des greffes entre vifs, entre personnes vivantes, c'est exactement le principe que vous venez de décrire, sauf qu'il ne faut pas oublier que le risque n'est pas tout à fait nul d'enlever, même si le foie a les capacités de régénération, on est quand même exposé à quelques complications, et donc il y a des risques à réaliser cette intervention chez un donneur vivant, même en bonne santé. Je sais que vous n'êtes pas gynécologue, professeur Samuel, mais Aline voudrait quand même savoir si le foie est abîmé en cas de grossesse multiple. Non. Il n'y a rien qui montre ça, non. Très bien. Est-ce qu'il peut provoquer des migraines lors des problèmes de digestion, demande Karine? Non, il y a un lien qui a été donné avec l'évacuation de la bile, mais c'est absolument pas prouvé. Et donc, les migraines ne sont pas liées à l'élimination de la bile pour moi, ni au foie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer une autre question? Pourquoi on a le teint jaune quand quelquefois le foie dysfonctionne? Oui. C'est systématiquement? Non. Non. Mais en fait, dans le foie, il y a un pigment qui s'appelle la bilirubine, qui est présent dans les cellules hépatiques et également dans la bile. Quand le foie ne marche pas, dans le cas d'une cirrhose ou d'une hépatite, il y a un relargage à partir des cellules de bilirubine, et ce pigment, donc jaune, quand il monte dans le sang, fait qu'on a le teint jaune. Donc au début, on a la conjonctive jaune, et puis après, on a la couleur de peau jaune en fonction du taux de bilirubine. Donc si on craint d'avoir le teint jaune, ou si on dit il faut faire uniquement un dosage de bilirubine, et ça, c'est formel. On évoquait cette crise de foie, ce concept français. Pourquoi en France, on continue à parler de crise de foie alors qu'on sait que ça n'a aucun sens? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça n'a aucun sens. Oui, comme vous l'avez dit, ça n'a aucun sens, puisque ce qu'on appelle la crise de foie sont des symptômes qui sont réels, ce n'est pas quelque chose de psychosomatique, ce sont des symptômes réels qui sont souvent secondaires à surplus alimentaire, des repas très importants répétés à un intervalle court, avec aussi trop d'alcool souvent. Et donc il y a un sentiment de satiété dû à la dilatation de l'estomac, qui lui est également au taux d'alcool dans le sang, qui envoie des signaux à notre cerveau, et on a un sentiment de ballonnement, de maux de tête, pas bien, gonflé, diarrhée éventuellement, des nausées. Donc tout ça, c'est des symptômes digestifs, aussi envoyés des signaux envoyés par notre cerveau. Le foie lui-même est normal. D'accord. Au contraire, il est là pour aider à éliminer tout ça, oui. Il y a Cécile qui se pose la question de sans vésicule, le foie est-il donc plus sensible? Faut-il redoubler d'attention concernant son alimentation? On peut peut-être dire que donc il y a le foie, juste en dessous il y a la vésicule biliaire, c'est ça, qui permet de déverser dans le tube digestif des... Voilà, la vésicule en fait est reliée au système biliaire, à tous ces canaux qui naissent dans le foie. La bile est fabriquée par le foie et donc est excrétée par les canaux biliaires. Elle est stockée dans la vésicule temporairement. Cette vésicule se contracte au moment des repas quand on a un peu plus de graisse, puisque ça sert surtout à solubiliser les graisses. Donc quand on n'a plus de vésicule, tout d'abord, en général, on va mieux, parce que quand on a la vésicule, c'est parce qu'elle est pleine de calculs et qu'elle ne fonctionne plus. Donc on supprime ces douleurs et le risque d'infection. Et c'est pas que la vésicule a cette fonction-là, mais on peut très bien s'en passer. Donc c'est pas parce qu'elle est inutile qu'on dit ça, mais c'est parce qu'on peut s'en passer. C'est-à-dire que le foie fabrique davantage de bile, mais a priori, il n'y a aucun régime particulier à suivre quand on n'a plus de vésicule, on s'en aperçoit pas. Donc on peut, pour que les choses soient bien claires, on peut se passer de la vésicule biliaire. Par contre, on ne peut absolument pas se passer du foie. Exactement. Ah oui. Oui, juste à ce propos, une question juste à une époque, d'ailleurs, je crois que c'était à Paul Brousse, il y avait des essais de foie artificiel. Pareil, un peu de dialyse en fait du foie. On en est où? C'est quelque chose qui avance ou pas? Ça avance, mais à pas lent.
La difficulté vient de ce qu'est le foie, c'est un organe de synthèse. Et si on compare au rein, qui est un filtre essentiellement et qui produit presque rien, en fait. Voilà, qui a une fonction de filtre. Le cœur, c'est une pompe complexe. Le foie, c'est un organe de synthèse, donc il faut des cellules. Or, on sait faire ce qu'on appelle des foies artificiels, qui en fait sont des filtres. Mais par contre, on ne sait pas incorporer des cellules et on ne sait pas réorganiser ces cellules comme dans un foie. Il faudrait arriver à faire des mini-foies. Il y a de la recherche dessus, mais c'est très complexe et c'est quelque chose que je connais depuis que j'ai commencé les pathologies. Et je pense que ça arrivera après que j'ai fait. Voilà. Arrêtez les pathologies. Ce qui est dans longtemps, bien évidemment. Mais ça arrivera. Alors le foie est, on vient de le voir, régulièrement touché par des maladies. Depuis quelques années, il est possible de l'opérer par cœlioscopie, par exemple, avec des procédés de plus en plus modernes et notamment par la 3D, une opération beaucoup moins invasive qui permet une récupération plus rapide. Anaïs Plateau, Marc Levastrou ont suivi une intervention à la Pitié-Salpêtrière. Cette patiente de 63 ans a déjà été opérée d'un cancer du côlon. Une métastase a été repérée sur son foie. Après 3 mois de chimiothérapie, la partie atteinte va être retirée. La lésion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette lésion métastatique, ici, qui est située entre la jonction entre le lobe gauche du foie, c'est cette partie-là, et la partie droite du foie. L'opération va être effectuée sous cœlioscopie. Là, on introduit du gaz dans la cavité abdominale par intermédiaire de Strocar. Ensuite, je vais retirer ça et on mettra la caméra à la place. Alors, le ventre va se gonfler. Du CO2 est insufflé à basse pression pour éviter les douleurs post-opératoires. Voilà, donc là, voilà, effectivement, elle a un foie un peu malade. Déjà, il est gros et gras. Et vous voyez, à la surface du foie, il y a vraiment des lésions de ce qu'on appelle de péliose, c'est-à-dire de lésions des vaisseaux du foie liées à l'utilisation de la chimiothérapie. Voilà, la lésion se situe là, juste ici. Elle est dure, elle est blanche. Vous voyez? Juste là. Les images sont en 3D. Le rendu est plus réaliste et surtout beaucoup plus précis. Il présente un intérêt lorsque les risques opératoires sont importants. Et chez elle, ça va être particulièrement utile parce qu'elle a une maladie du foie qui expose à un risque hémorragique. De petits saignements apparaissent au début de l'opération. Il faut fermer les vaisseaux qui amènent le sang au foie pour éviter l'hémorragie. Voilà, c'est parti, c'est clampé. On ouvre le foie progressivement. Vous voyez, ça ne saigne pas. Le chirurgien cautérise les petits vaisseaux présents sur la coupe. Peu à peu, la partie du foie métastasée est séparée. Terminé. Donc là, je vais déclamper pour remettre du sang dans le foie. Il redevient rose. Il ne reste plus qu'à retirer la tumeur disséquée de l'abdomen de la patiente. Il faut absolument protéger la paroi de l'abdomen, d'un endroit où on va retirer la tumeur, du contact potentiel avec la tumeur. Pour cette raison-là, on l'a introduit dans un sac qu'on ferme, vous voyez. Donc on va le sortir par l'orifice de la caméra. Voilà. La tumeur va être analysée. Grâce à cette opération, la patiente pourra rentrer chez elle le jour même. Le foie cicatrisera en 3 semaines. Une question de Marie-Lise qui demande si le paracétamol pris en continu pour l'arthrose est dangereux pour le foie. Il faut s'en méfier. Le paracétamol est un faux ami. Il peut vraiment donner des hépatites graves quand il est pris en très grande quantité d'un coup. De façon chronique, il ne faut pas dépasser 2-3 grammes par jour. Et il faut quand même faire attention. Et si on le prend vraiment de façon chronique, je conseille de faire un bilan hépatique. Il y a d'autres médicaments qui sont particulièrement toxiques pour le foie. Généralement, quand on prend un médicament, effectivement, soit c'est toxique pour le rein, ou soit c'est toxique pour le foie. Il y a des médicaments qui sont particulièrement toxiques pour le foie. Presque tous les médicaments ont une toxicité pour le foie. Elle est souvent modérée, mais presque tous les médicaments ont une toxicité pour le foie. Et donc, si on prend des médicaments au long cours, il faut souvent faire un bilan hépatique de temps en temps pour vérifier que tout va bien. Et puis, si jamais il y a des anomalies du bilan hépatique qui apparaissent ou une hépatite, il faut arrêter les médicaments. Parce qu'en effet, il faut partir du principe que presque tous les médicaments ont une certaine toxicité pour le foie et beaucoup sont métabolisés par le foie aussi. Donc si le foie ne marche pas très bien, ils peuvent aussi s'accumuler. Nathalie demande si un adénome du foie évolue toujours en cancer, est-ce qu'il faut se faire opérer?
Heureusement, non, ils n'évoluent pas toujours en cancer. Les adénomes sont liés essentiellement à la prise de la pilule chez la femme. C'est quelque chose qui est apparu avec la pilule. On sait que d'autres peuvent être liés à d'autres circonstances pathologiques, notamment certains diabètes, mais c'est plus rare. Et en fait, le risque de dégénérescence en cancer n'est pas très très bien connu. Il est faible, mais il existe, il est réel. Il dépend sans doute de la taille et puis du type. Chaque année, on apprend un peu davantage sur les adénomes, qui ne sont pas tous les mêmes. Il y a plusieurs sous-types d'adénomes. Et donc, il faut essayer d'identifier le mieux possible, par la radiologie et par la biopsie, ceux qu'il faut retirer et ceux qu'on peut simplement surveiller. Qu'est-ce qu'on doit consommer de préférence, que doit consommer de préférence une personne ayant une insuffisance hépatique et surtout que doit-elle éviter? On imagine l'alcool, mais... L'alcool, bien sûr. Et puis les médicaments qui sont métabolisés par le foie. Donc le paracétamol, là, il faut faire attention. Et puis tous les médicaments qui ont un métabolisme hépatique, on doit éventuellement diminuer leur dose. Parce qu'en effet, comme le métabolisme se fait moins bien, il s'accumule dans le sang. Merci. Non, on n'a plus le temps. Plus de questions. 42 secondes. Je peux juste présenter que vous fassiez votre appel à témoins. Professeur Didier-Samuel, la crise de foie n'existe pas. C'est chez Marabout. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Demain, on répondra à vos questions sur la grippe. Et vous avez un appel à témoins. Et si vous avez subi une chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie de l'obésité, mais vous êtes déçu du résultat, vous estimez avoir été mal accompagné ou mal informé des suites de l'opération, contactez-nous pour un reportage 01 58 88 85 21. Voilà, c'est fini. Je vous retrouve demain avec Philippe Charlier. Passez une très bonne après-midi et à demain. Et on se retrouve lundi. À lundi, bon après-midi, au revoir.